Si pour certains l'année 1968 reste une année d'émeutes, de contestations et d'inquiétudes, pour Claude François, elle est en revanche l'une des plus heureuses de sa vie. C'est en effet le premier jour de cette année qu'Isabelle, sa compagne, lui annonce qu'elle attend un bébé. Il est fou de joie à l'idée d'être père pour la première fois. Ensemble, ils gardent le secret afin d'éviter les assauts des fans et de ne pas fatiguer Isabelle inutilement. Elle effectuera des visites clandestines chez son médecin en se dissimulant dans des déguisements les plus divers, se rendant méconnaissable. Côté métier, dès le mois d'avril et durant 9 jours, Claude François se produit sur le continent africain. Il parcourt des milliers de kilomètres pour chanter au Tchad, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal. Les concerts ont lieu généralement dans des stades ou des arènes. Ces shows sont de plus en plus éblouissants avec lumière, effets spéciaux, chorégraphie. Le nombre de ces danseuses augmente. Il y a désormais les Claudettes, mais aussi les Fléchettes, 4 choristes surnommés ainsi par rapport au logo de sa maison de disques. La tournée Clo-Clo est une véritable entreprise nécessitant beaucoup de personnel et des tonnes de matériel. Désormais, il impose un nouveau style, une révolution dans le spectacle musical français. Et c'est ainsi qu'en raison de ses derniers succès, Claude François entreprend sa 6e tournée d'été en France, qui commence par Toulon le mardi 25 juin 1968, pour se terminer le samedi 14 septembre 1968 à Châtellerault, sous chapiteau devant 6000 personnes. De nouvelles Claudettes le rejoignent. Madly, future compagne de Jacques Brel, Evelyne et Pat, les éléments colorés du groupe, puis Peggy, vietnamienne, qui restera 9 ans au service de l'idole, et enfin la blonde Lydia, qui épousera René Hurtreger, le pianiste de Clo-Clo. Et c'est finalement pendant cette période, au beau milieu de la traditionnelle tournée d'été, le 8 juillet à 13h10, à la clinique Sainte-Isabelle à Neuilly, que naît ce fils tant attendu, Claude François Junior, que ses parents ne tardent pas à surnommer Coco. Claude est fier de son fils. Il est blond, a les yeux bleus et pèse un peu plus de 3 kilos. Il est heureux, lui qui avait le désir profond d'assurer sa descendance. Claude François ne croit pas en existence après la mort, sous quelque forme que les religions puissent la représenter. Pour lui, la seule façon de se perpétuer, c'est un enfant de sa chair, de son sang. Le secret de la naissance de Coco va durer plusieurs semaines, mais l'indiscrétion viendra d'un secrétaire du chanteur qui communiquera les photos du bébé prises à la clinique. Les clichés dérobés seront alors largement publiés dans toute la presse. Avec cet heureux événement, Claude François a désormais de nouvelles motivations, une force et une volonté extraordinaires pour se battre et s'imposer dans ce redoutable métier de chanteur. Il travaille d'arrache-pied, reste au bureau de plus en plus tard, veut devancer les modes et cherche comme un fou les prochains succès. Il participe aussi bien à l'élaboration des textes qu'à la musique des chansons qu'il interprète. Claude François collabore volontiers avec des auteurs-compositeurs aussi prestigieux que talentueux. Pierre Delanoë, Gilles Thibault, Jacques Plante, Vline Bugui, Yves Desca, Jean Renard, Daniel Vanguard, Jean Kluger, André Salvé, Serge Gainsbourg, Éric Chardin, Jacques Revaux et tant d'autres. Et c'est justement en fin d'année 1968 que Claude François fait appel à un certain Jean-Pierre Bourter pour la musique de la chanson Avec la tête, avec le cœur. Une première collaboration et un premier succès pour un tandem qui va durer indéfiniment. Claude François mène une vie trépidante, mais a une vraie passion, les animaux. Leur présence le calme et le fascine. Le monde de la vie animale lui apporte cette sérénité qui lui manque dans cette vie publique. À cette époque, en 1969, au Moulin de Danemois, Claude François vit entouré d'animaux de toutes sortes. Des chats, des chiens, des cygnes, des pigeons, des perroquets, des canards et même des singes. Claude les achète au Zoo de Notre-Dame, un magasin situé sur les quais de Seine à Paris. Son tout premier singe écureuil s'appelle Ness et c'est la mascotte du moulin. Il se nourrit exclusivement de bananes et se gave de cerises à l'eau de vie. Vite apprivoisé, Ness a le vice, lors des dîners, de finir les verres des invités ou de se cacher dans le réfrigérateur. Clo-Clo passe des heures le week-end à jouer et à observer son singe. Hélas, 3 ans plus tard, Ness meurt sous l'écrou d'un Doberman que Claude venait d'adopter le jour même. Triste et fâché, Clo-Clo rapportera le lendemain le chien dans son élevage. Toujours au moulin, Claude François possède l'une des plus belles caves de France. Les foie gras des Landes et du Périgord y côtoient les vignobles d'Alsace, les cognacs millésimés et les grands crus du Bordelais. Les vins le passionnent. C'est un sujet sur lequel Claude François est intarissable. À l'exception de l'entrée en scène où Clo-Clo s'accorde généralement un fond de verre de whisky, Claude boit très peu de vin et d'alcool. En revanche, il prend plaisir à faire goûter et comparer les vins à ses amis. Bien entendu, en fonction du menu proposé, c'est Claude qui choisit ceux qui accompagneront les plats. Il disparaît alors dans sa cave pour les préparer méticuleusement et inscrire sur son registre les vins sélectionnés. La porte de cette cave en est toujours fermée à double tour. Non pas qu'il craigne d'être volé, mais il considère cet endroit du moulin comme un domaine réservé où personne n'a le droit de pénétrer. Dans sa cave, il se sent un autre homme. Ce calme, cette pénombre, cette fraîcheur douce lui font le plus grand bien. Professionnellement,
Claude François effectue sa première vraie tournée en Italie en juillet 1969, où il gagne le cœur de nombreuses petites Italiennes. Et anecdote, un soir, il est obligé de chanter sans costume de scène et de s'accompagner avec les instruments d'un orchestre local, tout simplement parce que son secrétaire s'est égaré avec le quart du matériel. Mais tout se passe bien quand même. Pour l'histoire, tous ces costumes de scène, numérotés et datés, sortent des ateliers d'un des plus prestigieux tailleurs de la capitale française, Camps de Lucas. Ces initiales sont brodées à l'intérieur de la manche gauche de chaque costume. Par ailleurs, il laisse le soin à Henri Lecor, un chemisier de l'avenue Philippe-Auguste à Paris, de confectionner toutes ces chemises de scène. Elles sont conçues façon body pour éviter qu'elles ne sortent du pantalon dans l'agitation pendant le spectacle. Côté vie privée, 7 mois après la naissance de Coco, Isabelle découvre à nouveau qu'elle est enceinte. Un second petit garçon répondant au prénom de Marc naît donc le 15 novembre 1969 à 18h30 à la clinique de la Muette à Paris. Isabelle y a réservé une chambre sous le pseudonyme de Teresa Marullier, le nom de la cousine américaine de Claude. Cette fois, le secret est bien gardé afin de protéger l'image et la jeune carrière de Claude François, mais aussi pour ne pas faire subir à Marc tous les désagréments liés à la célébrité de son papa. Claude François utilise toutes les astuces pour se rendre discrètement à la clinique. Et désobéissant aux ordres des médecins, Isabelle quitte la clinique quelques jours plus tard, vers 5h30 du matin, pour se rendre au moulin afin d'éviter la moindre indiscrétion et les paparazzis. Un secret qui sera très bien gardé pendant plus de 5 ans, car il faudra attendre l'année 1975 pour connaître le visage de l'enfant. Le chanteur songe de plus en plus à officialiser sa relation avec la mère de ses enfants, mais la cadence infernale de son métier l'oblige sans cesse à repousser le mariage. Il faut dire que cette année 1969 est particulièrement chargée. Participant à de nombreuses émissions de télévision, se produisant sur de nombreuses scènes, Claude François triomphe avec ses nouveaux disques, Héloïse, en début d'année, et Tout éclate, tout explose à l'automne. Rien que le nom de Claude François signifie à lui seul tout un programme. Le public a découvert ce showman parmi les jeunes chanteurs. Danseur, acrobate, musicien et 10 années de travail ont fait de lui un grand numéro 1. On peut difficilement imaginer les efforts, le travail et la préparation qu'il a fournis en secret pour arriver où il est, et ces efforts sont bien en rapport avec son succès, car Clo-Clo ne néglige rien, il a une conscience professionnelle étonnante. Chaque nouveau disque 45 tours de Claude François comprend 2, voire 4 succès qui figurent en un temps record à la tête des divers hit-parades. Ce répertoire populaire lui a valu d'avoir à la télévision sur la première chaîne et sur moins de 2 ans plusieurs émissions entières du palmarès des chansons consacrées à ses succès. C'est vraiment une performance pour un artiste de sa génération. Performance, c'est bien le mot juste, car Claude François en effectue une à chacune de ses représentations sur scène. En effet, il ne se contente pas de chanter ses succès, il les vit, il les joue et surtout il les danse. Accompagné par sa nouvelle super formation de 8 musiciens, encadré par 4 avisantes danseuses dont la chorégraphie a été réglée à Londres, Claude François brûle les planches de l'Olympia du 19 au 30 novembre 1969. Rien de vulgaire, tout est dynamique, endiablé et charmant. Cet éventail de dons en a fait un artiste complet qui a su enthousiasmer un très vaste public pendant près d'1 heure. Et tradition oblige, la première partie du spectacle est assurée par de jeunes talents, Monique Angèle, C. Jérôme, Dany et les Charlots. Peu de temps avant son passage à l'Olympia, Clo-Clo se casse la voix lors d'un concert qui a lieu à Boulogne-sur-Mer. Un médecin de Lille, appelé d'urgence, lui ordonne de se reposer. Mais pour ne pas décevoir les fans qui l'attendent dans les villes suivantes, Claude François ne suit pas ses recommandations. Résultat, il doit entrer d'urgence en clinique pour se faire opérer de polypes sur les cordes vocales. Après une trop courte convalescence, Claude François reprend le chemin des studios d'enregistrement et travaille désormais avec son nouveau directeur artistique, Jean-Pierre Bourter. C'est le début d'une longue complicité. Dès lors, le nouveau quartier général de Clo-Clo se trouve au 122 boulevard Excellence à Paris, un endroit du 16e arrondissement de la capitale qui va devenir mythique pour les milliers de fans. La popularité du chanteur commence à dépasser les frontières. Un jour ou l'autre, les murs des pays de langue francophone sont recouverts d'une célèbre affiche signée Jean Loussief et annonçant la venue de l'idole. Il se produit en Afrique, en Italie, et au début de l'année 1970, Claude François et sa troupe embarquent dans un Boeing à destination de Montréal. Ainsi, du jeudi 19 au samedi 28 février, il chante au Canada dans les grandes villes de ce pays. Il participe à de nombreuses émissions de télévision et ses chansons accompagnées d'interviews sont largement diffusées sur Radio-Canada. Pendant ce temps, comme d'habitude, qui grâce à Paul Anka est devenu My Way, fait aussi le tour du monde. Ce titre reçoit même à ce moment-là l'Oscar de la meilleure chanson étrangère pour plus d'1 million de passages radio aux USA.